Bonjour à tous. Le livre Le nouveau gouvernement du monde, idéologie, structure, contre-pouvoir de Georges Corme fait partie de mes dernières trouvailles d'occasion. Donc Georges Corme, il est économiste et historien et consultant auprès de divers organismes internationaux et professeur d'université. Il a notamment écrit Le nouveau désordre économique mondial, très intéressant aussi, il faudrait que je vous le lise. Introduction. Penser le monde de façon différente. Il est devenu banal, depuis le début des années 1980, d'évoquer la globalisation et la mondialisation de l'économie et des sociétés. Nous sommes abreuvés de tous les côtés de platitudes de plus en plus monotones et répétitives sur les exigences de la mondialisation et sur la nécessité de s'y adapter. Presse, télévision, recherche académique, discours de responsables politiques et économiques nous répètent jusqu'à l'écœurement, de façon quotidienne, que rien ne peut arrêter le train en marche de ce mouvement. Alors avant de continuer, donc ce livre est de 2010. Ceux qui s'y refuseraient seraient les perdants de l'histoire, les attardés de la civilisation, de la culture et du progrès technique. Il existe même un manuel technique pour évaluer le degré de globalisation d'une économie et un système de classement des pays par le degré de globalisation de leur économie. Il a été élaboré par l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Inéluctabilité de la mondialisation ? On s'interroge moins dans ces milieux sur ce qui a été ainsi rendu mondial ou globalisé. Des nouvelles marques de parfums, de détergents, de couches de bébés, de voitures, de téléphones mobiles, des plats surgelés qui vous font mourir de plaisir sans avoir à se fatiguer pour les préparer ? Ou bien est-ce le savoir et la technique qui permettent à toutes les sociétés d'avancer et de progresser plus rapidement sur la voie du bonheur et de la prospérité ? Comment des biens matériels ou immatériels sont-ils mondialisés ? Par quel coup de baguette magique ? Par quel surhomme qui étreigne le monde de leur force herculéenne ? Qui sont ces surhommes, entre guillemets, et d'où leur vient cette capacité de mondialiser ? Faut-il les honorer toujours plus et leur laisser un tel accès à une richesse matérielle hors du commun et à un pouvoir de décision sans aucun contrôle de type démocratique ? Comment mettre des limites à leur pouvoir exorbitant et ramener de la raison et de l'éthique dans le système économique mondialisé tel qu'il fonctionne depuis quelques décennies de façon à pouvoir corriger efficacement les aberrations et les injustices les plus criantes de ce système ? Telles sont les questions préalables qui se posent avant même d'exprimer un jugement sur ce phénomène devenu obsédant. C'est de la pertinence des analyses que suscitent les efforts de réponse à ces questions que dépendra toute réflexion sur les moyens de limiter les méfaits identifiés de la globalisation, voire de défaire ses mécanismes les plus nocifs. Il faut, en effet, mettre un terme aux absurdités économiques et sociales auxquelles le monde globalisé nous a menés et continue de le faire tous les jours. On aurait pu espérer que la crise financière et économique qui continue de secouer le monde depuis 2008 aurait déclenché des réformes massives sous la pression de la multiplication des mouvements de contestation. Mais il n'en a rien été, au point qu'en cette seconde moitié de l'année 2010, on pourrait même se demander « La crise ? Mais quelle crise ?» En dépit des innombrables problèmes suscités par une mondialisation devenue absurde, les décideurs et faiseurs d'opinion continuent à vanter les bienfaits de la globalisation, de la création ininterrompue de nouveaux mécanismes de marché, avec tout ce qu'il comporte d'opportunités de gains et d'agiotage, mais aussi de corruption toujours plus globalisée. Cette inefficacité de la contestation étonne, en particulier compte tenu de la vitalité montrée par les différents mouvements altermondialistes. C'est pourquoi nous nous efforcerons tout au long de ces pages d'examiner les causes de l'anémie relative de ces mouvements, ainsi que les raisons pour lesquelles la domination du néolibéralisme à l'échelle mondiale ne semble guère lâcher prise ou diminuer, bien que la crise actuelle ait montré les aspects les plus choquants de la globalisation de l'économie. Tout comme la grande crise de 1929 au siècle dernier, elle nous fait toucher du doigt l'absurdité d'une certaine mondialisation. Une consommation toujours plus effrénée de produits gadgets et fétiches dans tous les domaines, mais aussi les innovations entre guillemets financières les plus nocives qui ont été développées par des mecs forts en maths, recrutés par milliers dans les grandes banques d'investissement, ne sont que la pointe de l'iceberg d'une déstructuration des sociétés et d'un ébranlement de la cohérence de leurs espaces sociaux, économiques et financiers. Loin de toute considération éthique et morale relative à la justice dans la répartition des revenus à l'échelle mondiale,
comme à l'intérieur du territoire de chaque État souverain, il convient de constater l'effondrement de la cohérence et de la cohésion des espaces économiques qui abritent les sociétés diverses peuplant la planète. Cet effondrement de la cohésion des espaces socio-économiques n'est pas nouveau. Il est le résultat d'un processus séculaire de déstructuration des sociétés qui a commencé au XVIe siècle avec la conquête des deux Amériques et qui s'est poursuivi avec la colonisation européenne de l'Afrique et de larges zones du continent asiatique et de l'Australie. Après la fin de l'ère coloniale, mais surtout après l'effondrement de l'URSS, le néolibéralisme triomphant a amplifié ce mouvement de déstructuration en démantelant les protections qui régulaient encore plus ou moins les échanges de biens et de services, les mouvements de capitaux et dans une certaine mesure ceux des hommes. Dans ce courant apparemment irrépressible, les sociétés sont déstructurées, les familles éclatées par des mouvements migratoires d'envergure, les États garants de la protection de l'espace économique des sociétés sont progressivement dépossédés de leurs compétences ou souvent asservis aux intérêts spécifiques des groupes bénéficiaires de la mondialisation et de l'emprise idéologique de nature quasi-religieuse qu'elle exerce sur de larges pans de l'opinion internationale. La mondialisation semble ainsi poursuivre aujourd'hui l'œuvre des siècles précédents. Admirée, voire adulée par certains, elle est honnie et combattue par d'autres. Plusieurs ouvrages au cours des dernières années ont décrit et critiqué sans ménagement les méfaits de la globalisation économique. Certains sont d'inspiration marxiste et anticolonialiste, dénonçant avec virulence à la fois le système capitaliste et les politiques occidentales de domination du monde. D'autres mettent plus l'accent sur le saccage des ressources de la planète, les effets de la société consumériste sur les rapports sociaux, la marchandisation du monde, entre guillemets, ou la domination des médias sur les esprits. Enfin, des auteurs courageux venus de l'élite économique dominante ont été révoltés parce qu'ils ont vu au sein même du système et l'ont dénoncé avec vigueur, proposant des réformes essentielles, avant même l'éclatement de la crise, pour que la globalisation puisse avoir des effets positifs et non plus seulement des effets déstructurants. Notre propos ne sera pas ici de reprendre ces analyses, mais plutôt de sonder les multiples facteurs culturels, sociologiques, politiques et économiques qui ont donné une telle force au mouvement de globalisation depuis un demi-siècle. Ce mouvement semble aujourd'hui irrépressible, d'autant qu'il touche désormais de nombreux pays situés hors de l'ère occidentale, comme ceux dits émergents du sud-est asiatique, ou des pans plus ou moins larges de pays qui sont des géants démographiques, Chine, Inde, Brésil. La globalisation apparaît d'ailleurs être tellement dans l'ordre inéluctable du monde qu'il ne faut pas s'étonner que la crise économique n'ait suscité depuis 2008 que des propositions très partielles de réforme, essentiellement centrées sur un meilleur contrôle des systèmes bancaires mondialisés. Dans les milieux politiques et académiques, on a constaté pratiquement aucune remise en cause véritable de la nature de la globalisation et des formes qu'elle a prises. Bien au contraire, la crise a été presque exclusivement traitée comme un problème de techniques et pratiques bancaires et financières à réformer ou à mieux contrôler. La seule enceinte d'affrontement était celle de la conférence mondiale sur l'environnement tenue au Danemark en décembre 2009, qui s'est terminée dans une foire d'empoigne peu commune. Pour le reste, c'est-à-dire l'identification et l'analyse des causes premières qui mènent aux crises économiques et financières successives, mais surtout à la dégradation de l'environnement physique et humain du monde, la réflexion reste encore largement prisonnière de dénonciations incantatoires des méfaits du système capitaliste et du néolibéralisme installé par l'ère de Margaret Thatcher au Royaume-Uni et de Ronald Reagan aux États-Unis. Ce sont ces deux dirigeants qui ont poussé à l'extrême les mécanismes de libéralisation des marchés et inauguré le retrait de l'État de ses fonctions de contrôle et de régulation. Quelques ouvrages pertinents n'ont pas hésité en revanche à cibler leurs attaques sur le monde de la finance boursière et sur la supercherie des modèles mathématiques qui ont envahi le monde financier ou la croyance naïve dans leur infaillibilité. Serait-il donc vain de tenter une réflexion sur la possibilité de mettre en œuvre des mécanismes qui freineraient la mondialisation et permettraient progressivement une réorganisation des espaces socio-économiques assurant plus de cohérence et de stabilité aux différentes sociétés que bouleversent les changements rapides et brutaux dus à la vague de globalisation et de libéralisation des marchés partout dans le monde ? Je crois qu'il est urgent de le faire, même si les partisans acharnés de la globalisation ou les résignés du système penseront cela inutile.
Ne pas s'interdire de penser autrement l'évolution du monde. Je tenterai dans cet ouvrage de dessiner à grands traits la carte des arguments et contre-arguments dans les débats qui font rage aujourd'hui entre mondialistes et altermondialistes. Mais j'essaierai surtout de mieux cerner les questions centrales qui structurent ces débats en identifiant les présupposés philosophiques et dogmatiques qui les animent. Il s'agit souvent de vieilles querelles philosophiques qui ont déchiré l'histoire de l'Europe et y ont même constitué des facteurs de guerre redoutables, aussi bien à l'intérieur des différentes sociétés européennes que entre ces sociétés. Dans cette entreprise, je chercherai à bien identifier les causes premières des dérèglements divers dont nous sommes victimes, loin de toutes les certitudes dogmatiques implicites qui soutiennent les chantres de la globalisation. J'emploierai en général le terme globalisation dans le sens strictement économique du mouvement apparemment irrépressible de constitution d'un espace économique mondial, unifié et libre d'accès, qui se superpose aux espaces anciens, de plus en plus fragmentés et bouleversés dans leurs équilibres traditionnels, voire les écrase de son poids. En revanche, le terme mondialisation sera employé pour désigner l'émergence d'un pouvoir absolu, de nature politique aussi bien qu'économique, sociale et culturelle, qui s'appuie sur une vaste bureaucratie mondialisée. Cette dernière constitue une véritable armée médiatique, culturelle, académique, politique, économique et financière, de mieux en mieux structurée, et qui jusqu'ici a résisté victorieusement à toute critique rationnelle ou de bon sens. Je serai amené à évoquer dans ce cadre les principaux précurseurs d'une pensée économique différente, qui ont dénoncé dès les années 1970 les effets négatifs de la mondialisation, dû au cadre étriqué de la conception de la croissance économique comme simple accumulation de richesses matérielles et de production de masse. Il n'était en rien de dangereux gauchistes ou des marxistes de choc, des anti-impérialistes ou des anticapitalistes. Mais déjà à l'époque, leur analyse et les conséquences à en tirer ont été rapidement marginalisées au profit de la pensée néolibérale simpliste, de son optimisme béat, quant à la capacité de la science et de la technologie de surmonter tous les problèmes posés par les externalités négatives, notamment en matière d'environnement que produit ce mode de croissance des économies. Il faut dire que la qualité des débats économiques suscités par les travaux de ces précurseurs a beaucoup souffert du discrédit jeté sur la pensée critique du fait des échecs du socialisme réel, entre guillemets, économique, politique et humain, puis de l'effondrement de l'URSS, patrie du socialisme, entre guillemets, et de ses alliés. Sur le terrain, les seuls modèles alternatifs qui étaient la Chine, le Vietnam ou Cuba ne constitueront pas des modèles suffisamment attractifs pour être une source d'inspiration aux écoles de pensée altermondialistes qui se forgeront plus tard, alors même que le souvenir des travaux de ces précurseurs s'était effacé des mémoires. Car la fin du communisme soviétique a provoqué un grave dégât collatéral, celui de la marginalisation de la pensée critique, très prisée jusqu'à cette époque dans l'univers des démocraties libérales, tant que deux systèmes philosophiques et économiques contradictoires s'affrontaient pour la domination globale du monde. En fait, cette période avait préparé celle qui allait suivre, puisque l'un des systèmes s'étant effondré, l'autre ne pouvait que ramasser toute la mise et parachever rapidement l'œuvre mondialisatrice initiée en 1492 par l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Le triomphe du système libéral et capitaliste sur celui de l'autoritarisme dirigiste au nom de la réalisation du socialisme a entraîné en effet une autosatisfaction et un contentement généraux dont nous ne sommes pas encore sortis en dépit de toute une littérature critique de la globalisation, souvent de grande qualité, que l'élite qui gouverne le monde continue d'ignorer. Dans ce nouveau contexte, tous ceux qui veulent encore exercer la pensée critique sont considérés comme des esprits chagrins, voire comme des socialistes attardés, sinon des mécontents perpétuels. Les médias les ignorent ou les ridiculisent, cependant que les formations universitaires ou les recherches académiques se sont rapidement adaptées au nouveau conformisme de la pensée. Petite parenthèse, on pense à cet ouvrage, je ne sais plus si c'est le CNRS ou bref, de certains chercheurs soi-disant, qui s'appelle le pseudo-complot Illuminati. Donc déjà, rien que dans le titre, on se dit que c'est pas une étude qui sera partiale. Il y a déjà un biais. Pseudo-complot. Il n'a même pas encore démontré en quoi ça ne serait pas un complot, que déjà il met dans le titre. On a aussi De Diégué,
alors qui fait pas du tout honneur à, je sais pas si c'est la même famille, mais Aline de Diégué, qui au contraire écrit sur les conspirations. Ce de Diégué là qui disait dans une émission, mais on ne peut pas penser par soi-même. Il ne faut pas. Voilà, donc les recherches académiques se sont rapidement adaptées, nous disions, au nouveau conformisme de la pensée. Comme nous le verrons, l'enseignement des sciences humaines et sociales a connu un bouleversement total, en particulier celui de l'économie, notamment avec l'apparition d'un foisonnement d'écoles et de commerce et de gestion des affaires. Une armée de jeunes globalisateurs, entre guillemets, a ainsi été formée à l'idéologie néolibérale triomphante, déculturée et produisant des certitudes fanatiques qui ont remplacé celles du marxisme-léninisme, autrefois si répandu. Dans les milieux dirigeants, comme dans les milieux académiques, on constate donc aujourd'hui un refus généralisé de penser à un avenir autre ou des solutions novatrices aux grands problèmes de société. Je trouve que c'est le cas, petite parenthèse, du MEDEF notamment. Tous ces gens-là sont hyper formatés, quand on y pense, vers une seule solution, c'est la croissance, capitalisme. Mais le monde ne fait pas que croître. Le monde, c'est l'espèce de vague qui montent, qui parfois descendent. C'est complètement fou de vouloir X% de croissance chaque année. On le voit, ça se fait au détriment de la population générale et au grand bénéfice des actionnaires. Tout au plus peut-on débattre des problèmes de l'écologie et du réchauffement climatique. Pour tout le reste, la cause est entendue. Dès lors qu'un système, celui du capitalisme décrit comme libéral et démocratique, a montré sa supériorité sur l'autre, pourquoi chercher midi à 14h et perpétuer des illusions nocives ? Selon le point de vue dogmatique des néolibéraux, tout retour en arrière pour faire à nouveau de l'État le moteur du changement ouvrirait immanquablement la porte au spectre du totalitarisme. Alors, et pourtant, c'est, petite parenthèse, c'est quelque chose d'hybride depuis 2010, là, donc 15 ans, qui a vu le jour. On a un mélange avec des gens comme Macron et autres, on a un mélange de néolibéralisme, capitalisme, mais avec énormément d'interventionnisme de l'État. C'est-à-dire, ils ne prennent aucune responsabilité de ce qui découle de l'État. Par contre, quand ça leur permet d'avoir une force de frappe et d'imposer des choix, que ce soit par rapport à des acteurs extérieurs, d'autres pays, ou des industries, des multinationales, ou contre le peuple, alors là ils sont interventionnistes. Donc c'est un mélange bizarre de néolibéralisme qui s'appuie sur l'État, mais uniquement quand ça leur sert en fait. Et c'est vrai que oui, ça ouvrirait immanquablement la porte au spectre du totalitarisme. Moi, je trouve que ça pointe son nez. Enfin, vous le pensez aussi. Alors, ça dépendra de nos choix. Est-ce qu'on se manifestera ? Est-ce qu'on imposera nos choix ? De ça uniquement découlera notre futur. La contestation du système est regardée avec d'autant plus de suspicion qu'elle donne lieu à de bruyantes manifestations de rue à chaque réunion solennelle de dirigeants occidentaux ou à celle du Forum de Davos, qui réunit en Suisse le beau monde de l'économie, de la finance, des médias et de la politique. Ces manifestations appellent à des déploiements spectaculaires de forces de police qui entraînent souvent des affrontements avec usage de gaz lacrymogène, de jets d'eau et de nombreuses bastonnades et jets de pierre, d'autant plus que souvent des groupes de casseurs et de pilleurs de magasins se mêlent à ces manifestations, y jetant le discrédit. La contestation regroupe des hommes et des femmes venus d'horizons les plus divers et pour des motifs différents. Ils sont décrits comme altermondialistes, tiers-mondistes, écologistes. Ils peuvent comprendre des syndicalistes ouvriers ou des paysans contestant les OGM, des représentants de... Il y en a plus beaucoup d'ailleurs, des paysans contestant les OGM. Des représentants de mouvements de résistance à des situations d'oppression ici ou là, des militants des droits de l'homme, mais aussi ceux des partis verts et des ONG militantes de la protection de l'environnement, des marxistes qui n'ont pas cédé leurs convictions avec la disparition de l'URSS, des économistes critiques, des dirigeants d'organisations humanitaires. Bref, l'image du désordre et de la confusion des thèmes et des genres face à l'ordre bien maîtrisé des réunions du G8 et des thèmes clairs et nets qu'il aborde. Le contraste est d'ailleurs grand entre l'élégance vestimentaire normalisée de ceux qui y participent et la foule bigarrée des manifestants voulant se faire entendre, qui comprend des boubous africains, des ponchos sud-américains, mais pas de cravate ou de chemise empesée et bien repassée,
de robes longues et décolletées ou de ces tailleurs chics et austères de ces dames gouvernantes ou épouses de gouvernants. Penser est une affaire sérieuse. Cela peut-il se faire à l'aide de manifestations de rue et de slogans disparates, à chaque fois que se réunissent les hauts dirigeants des grandes puissances qui conduisent au pas de course une globalisation toujours plus poussée de l'économie mondiale? Passe encore que manifestent ici ou là des ouvriers dont les usines ferment les unes derrière les autres ou qui sont victimes de plans successifs de restructuration et d'économie de personnel qui exigent la globalisation telle qu'elle fonctionne au XXIe siècle, encore que leur cause soit bel et bien perdue aux yeux de beaucoup. Mais combien le spectacle des manifestants anti-globalisateurs et des casseurs, qui ne manquent pas d'apparaître avec eux, dérange. Cette foule bigarrée de jeunes et de vieux, d'hommes et de femmes de toutes les couleurs et de toutes les nationalités et religions, de vieux anarchistes ou tiers-mondistes, ne manque pas en effet d'inquiéter. Elle contraste avec les images rassurantes de ces chefs d'État souriants, si bien costumés, ou de leurs ministres des Finances ou des Affaires étrangères, non moins cravatés, et les décors toujours élégants et feutrés dans lesquels ils évoluent. Une méthode pour penser un monde différent. Mais tout cela ne doit pas amener à rester passif, à ne pas tenter de réfléchir à un monde différent et aux moyens d'y arriver. Pour cela, dans le premier chapitre de cet ouvrage, nous commencerons par examiner les fondements dogmatiques du néolibéralisme qui légitiment les mécanismes de la globalisation. Ce sont ces dogmes qui ont forgé la structure des grands débats économiques et financiers actuels, qui restent souvent éloignés des vrais enjeux et à la surface des vrais problèmes, et qui, à nos yeux, constituent de faux débats. Dans ce chapitre, nous tenterons de mettre au jour les présupposés philosophiques, moraux, idéologiques et anthropologiques qui guident la pensée des néolibéraux dominants, l'enseignement académique de l'économie et les circuits médiatiques. En particulier, nous avons estimé indispensable de comprendre la logique du monétarisme célébrée par 2 prix Nobel d'économie, Milton Friedman et Friedrich Hayek, et le lien artificiel établi avec la notion de liberté. Le monétarisme, en effet, est le cœur de la pensée néolibérale, son fondement premier. Il est aussi le fondement du traité de Maastricht 1992 sur la réalisation du marché unique européen et la création de l'euro. C'est pourquoi nous lui avons accordé cette importance. L'absurdité des présupposés philosophiques du monétarisme reste peu débattue, car ils sont rendus invisibles par l'intensité de débats circulaires que nous décrirons au chapitre 2. Dans ce chapitre, nous montrerons le rétrécissement des débats économiques auquel a abouti cette dogmatique, restreignant le champ de la discussion à des questions obsessionnelles et sans pertinence, faute de contextualisation des caractéristiques spécifiques des différentes économies. Le rôle, toujours à réduire, de l'État dans l'économie, la nécessaire flexibilité des salaires, l'adaptation à la baisse des régimes de retraite ou l'impact évidemment nocif de la fiscalité sur l'amélioration du climat des affaires, entre guillemets, objectif essentiel du bonheur économique de l'humanité. Dans le chapitre 3, nous évoquerons les autres grands débats, eux aussi biaisés et contraints, sur les modalités de la lutte contre la faim et la pauvreté, ou sur les questions environnementales, ainsi que ceux suscités par la crise économique de 2008-2009, qui font diversion à l'analyse en profondeur de ces causes, telles les discussions oiseuses sur l'importance des bonus des traders ou sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les paradis fiscaux. Pourront alors être abordés dans le chapitre 4, après avoir rapidement évoqué les grandes figures qui les premières ont osé s'opposer à la dogmatique néolibérale et ont sonné les premières alarmes, les problèmes cruciaux rarement évoqués dans les débats techniques qu'impose cette dogmatique. Ainsi notamment le sens et le fonctionnement pervers de la société de consommation, largement responsable des problèmes environnementaux et source de gaspillage économique massif, mais aussi les raisons de la perte de toute rationalité économique dans le développement des structures de production, autant de causes directes de la disparition du sens éthique dans le monde des affaires, entraînant aussi celle de la notion de bien public et du sens de l'État. Il convient en effet de remonter à la source première des dérèglements du monde pour pouvoir dégager des solutions aux problèmes posés par la globalisation. Ces derniers ne sauraient se résumer à des batailles d'experts financiers ou de scientifiques du climat. Dans le chapitre 5, nous continuerons la recherche des origines de dérèglement de la vie économique et de la perte de rationalité et d'éthique, en abordant la question centrale de la dégénérescence de l'enseignement de l'économie et ses conséquences dramatiques dans le monde de la production, des échanges et des finances, mais aussi dans celui de la culture critique.
Il s'agit d'un élément clé pour comprendre la force acquise par les dogmes du néolibéralisme et leur généralisation dans l'élite culturelle, politique et économique du pouvoir mondialisé. Nous montrerons comment l'enseignement académique de l'économie prétend désormais avoir accédé au statut de science dure, entre guillemets. L'absence de discussion approfondie sur cette question permet à ce pouvoir de continuer de fonctionner avec la légitimité que lui attribue l'enseignement de l'économie, stéréotypé et homogénéisé à l'échelle mondiale. Cette évolution a été encouragée par les créations en 1969 d'un prix Nobel d'économie et le choix des lauréats qui, à quelques exceptions près, endossent la dogmatique néolibérale et font usage jusqu'à l'absurde de la mathématisation des comportements économiques. Nous décrirons également dans ce chapitre l'armée de diplômés d'écoles de commerce qui constitue l'armateur de la bureaucratie du système économique mondialisé, formée à cette pensée dogmatique. Leur présence aux principaux postes de commande du pouvoir politique et économique mondialisé constitue un des obstacles principaux à une réforme d'envergure de la mondialisation, telle qu'elle est encore conduite aujourd'hui, en dépit de la crise de 2008-2009. Le chapitre 6 complète le précédent en décrivant les mécanismes de la financiarisation de l'économie et de sa gestion aveugle, au moyen de modèles économétriques et de logiciels, des risques nouveaux créés par le monde globalisé de l'incertitude et de la dérégulation. Dans ce chapitre seront passés en revue les principaux mécanismes de la spéculation. De même, revenant sur un ouvrage peu connu du grand économiste américain John K. Galbraith sur l'histoire des bulles financières, nous montrerons comment le néolibéralisme établit la liaison entre l'enrichissement rapide et une forme supérieure d'intelligence, ce qui justifie l'abandon des principes éthiques et de moralité dans le monde des affaires et dans ses relations avec le monde politique. Dans le chapitre 7, nous décrirons les principales étapes historiques de la constitution d'un pouvoir mondialisé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec sa structure pyramidale et hiérarchique en réseaux transnationaux. Cependant que dans le chapitre 8, nous examinerons les structures de ce pouvoir et ses composantes, c'est-à-dire les forces politiques, sociales et économiques qui s'exercent à tous les niveaux de décision, régionales, nationales et internationales. Une description de la montée en puissance et de la force de la bureaucratie mondialisée, opérant à la fois en réseaux horizontaux mondiaux mais aussi en structures hiérarchiques redoutablement efficaces, nous a paru s'imposer pour prendre la mesure et la nature des défis qui se posent à tous ceux qui cherchent les voies d'un changement salutaire dans les mécanismes aveugles et déstructurants de la globalisation. Dans le chapitre 9, nous avons approfondi les raisons de la fascination exercée par le pouvoir mondialisé sur les modes dominants de penser et de réfléchir le monde. En particulier la révolution linguistique et conceptuelle opérée dans la description des grands problèmes du monde. Il s'agit d'un nouveau langage de nature pavlovienne qui dédramatise les questions les plus angoissantes et ôte toute responsabilité ou toute culpabilité aux grands acteurs du système économique mondialisé, ce qui n'était pas le cas des anciennes idéologies qui appelaient tout un chacun à une mobilisation des efforts collectifs et des énergies citoyennes pour changer les situations les plus flagrantes d'injustice ou de violence. Mais une autre raison de fascination examinée dans ce chapitre est celle relative à l'attraction exercée par le modèle économique et social américain qui impose à la globalisation le style et les formes qu'elle a pris. Dans le chapitre 10, en revanche, nous avons procédé à l'identification des facteurs possibles de changement. Nous avons donc d'abord analysé les composantes sociales et politiques du mouvement altermondialiste, encore hétérogènes et disposant de peu de moyens, mais aussi le contenu des doctrines économiques et sociales très diverses qu'elles prêchent. En effet, l'éventail de ces doctrines varie entre un réformisme éclairé et un radicalisme fortement teinté de marxisme. Dans ce chapitre, nous examinerons aussi les limites de l'action des nouveaux pays industrialisés, Chine, Brésil, Inde, autres, dont les élites tirent avantage de la globalisation économique et dont les dirigeants ont intégré les structures de pouvoir mondialisées. Mais nous y examinerons aussi le contenu des doctrines économiques et sociales du christianisme et de l'islam. Certes, les poussées de fondamentalisme religieux sont dangereuses et même font diversion aux efforts raisonnés de réformer le système économique globalisé, mais comme on le verra, le contenu réformiste et éthique des enseignements religieux sur les questions économiques et sociales est loin d'être sans intérêt. Enfin, dans le dernier chapitre, nous avons voulu identifier les variables clés d'une prospective du futur susceptible de conduire à une démondialisation progressive, qui amène
de l'apaisement dans la vie agitée ou souffrante des sociétés et des individus qui les composent grâce à un rétablissement progressif de la cohérence et de la stabilité des espaces géographiques auxquels elles appartiennent. J'y passe donc en revue les opinions optimistes ou pessimistes de plusieurs économistes critiques sur l'évolution actuelle du monde. Par ailleurs, j'examine parmi les facteurs possibles de changement l'hypothèse d'un déclin continu de la puissance économique américaine. D'autant que les États-Unis servent de modèle mondial aux partisans de l'économie globalisée. Ce déclin ne manquerait pas d'affecter la puissance de leur discours et permettrait peut-être de faciliter une déconnexion en douceur des économies par rapport au monde globalisé des transactions économiques géantes et des spéculations financières débridées auxquelles elles donnent lieu. La conclusion examinera à la fois les préalables et les possibilités de changement, révolutionnaires ou réformistes, qui pourraient permettre de reconstituer sous des formes nouvelles la cohérence des espaces sociétaux, économiques et financiers, sans pour autant arrêter le progrès technique et la circulation des sciences et des technologies au bénéfice du bien commun. Je vous propose d'arrêter là cette première partie de la lecture du livre Le nouveau gouvernement du monde, avec le prochain chapitre, les enseignements d'une expérience acquise à la marge du pouvoir mondialisé. J'espère que ça vous aura intéressé, je vous dis à très bientôt.